Bonsoir madame, bonsoir messieurs. Nous allons parler télécommunications aujourd'hui dans cette émission. Et pour cela, nous recevons un invité, un juriste, Albert Mbaoune Wankieri. Merci d'être là, maître. Je rappelle donc, à l'intention des téléspectateurs, que vous êtes avocat au barreau de Kinshasa-Gombe depuis l'année 1995. Vous êtes un ancien conseiller juridique à l'entreprise Vodacom. Vous avez été chargé de l'interconnexion et de la régulation. Et aussi, vous avez été chargé des contrats relatifs aux stations relais au département des opérations. Alors, à votre actif également, plusieurs formations ici en RDC, puis aussi à l'étranger, sur l'interconnexion, les réseaux, la régulation ainsi que l'intelligence artificielle. Vous êtes expert juridique en télécommunication et en numérique et membre de ce qu'on appelle ISOC, c'est-à-dire Internet Society, Société de l'Internet, si je ne me trompe pas. Alors, à votre actif, surtout cette réflexion que vous mettez à la disposition du public congolais, il s'agit d'un intéressant ouvrage de 280 pages intitulé Droit congolais des télécommunications, état des lieux, analyse critique comparative. Alors, félicitations d'abord mis à la disposition des intellectuels cet ouvrage. Mais dites-nous, maître, la première question que je vais vous poser, pourquoi vous êtes-vous intéressé au domaine de télécommunications? Qu'est-ce que cela signifie? Qu'il y a un vide et qu'il y avait un vide avant vous, ou c'est une réflexion qui apporte quelque chose? Merci beaucoup, monsieur le directeur. Permettez-moi, avant de répondre à la question, de vous remercier pour l'honneur que vous avez fait à mon personne pour participer à cette émission qui est l'une des plus suivies, parce que personne ne va me contredire, aucun téléspectateur pourrait dire le contraire. Et compte tenu de la qualité de la thématique et surtout de vous-même, vous êtes très expérimenté sur la question de journalistique. Et pour répondre à la question, j'aimerais dire effectivement que j'ai réfléchi sur la question pour deux raisons. D'abord, personnellement, j'ai la passion de la profondeur, c'est-à-dire de la réflexion, parce que j'ai toujours considéré que la réflexion, la pensée a toujours fait évoluer les sociétés. Si vous voyez la Grèce antique, si vous voyez également le siècle des Lumières, si vous parcourez l'histoire, vous allez vous rendre compte qu'il y a beaucoup d'inventions et étaient le fruit de l'idée. Alors, c'est comme ça que je me suis dit, je me livre à cette réflexion également. Dans la profondeur, j'ai fait la recherche. Ça, c'est sur le plan passionnel, sur le plan sentimental. Mais il y a une autre raison qui m'a poussé, qui m'a motivé à rédiger ces écritures, c'est la raison d'ordre pédagogique et d'ordre républicain. Pédagogique parce que je voulais mettre à la disposition du public l'expérience que j'ai vécue en tant que praticien du droit télécom dans la société que vous avez citée. Et je vais également mettre à la disposition des décideurs ces genres de réflexions de manière à ce que ces décideurs puissent également, s'ils l'échaient, consulter mes réflexions pour faire booster le secteur des télécommunications qui est porteur des croissances économiques. Voilà globalement les différentes motivations qui m'ont poussé à rédiger cet ouvrage. Voilà, la passion d'écrire, mais vous êtes juriste dans un domaine qui est trop technique, en fait, qui n'est pas le vôtre. Comment êtes-vous arrivé là-bas? Oui, en fait, les télécommunications, le droit est tentaquilaire. Les droits ramassent toutes les questions sociales, que ce soit les télécommunications, la famille, etc. Il n'y a aucune branche du droit. Oui, d'accord, mais en parcourant, je vois des questions trop techniques. Oui, mais j'aime... trop technique. Oui. Et vous parlez du fonctionnement, de ceci, de cela, mais en fait, qui ne relève pas de la compétence d'un juriste. Oui, mais en fait, j'ai toujours cru comprendre, ou j'ai toujours estimé que dans la matière de télécommunications, même si vous êtes juriste, vous ne pouvez pas comprendre les contenus des textes sans avoir l'appréhension sur les fondamentaux, sur l'ingénierie. Parce que la base des télécommunications, ce sont d'abord les infrastructures. S'il n'y a pas les équipements, s'il n'y a pas les téléphones, par exemple, on ne peut pas parler des télécommunications. C'est comme ça que je me suis dit, je préfère également, dans un premier temps, avant d'aborder la question essentielle sur la législation ou la réglementation, penser, esquisser de manière liminaire tout ce qui concerne les équipements, tout ce qui concerne la partie technique. Parce qu'aujourd'hui, la technologie a transformé les sociétés, personne ne peut les contester. Et vous parlez, vous faites l'état des lieux, mais
avant la sortie de votre ouvrage, c'était quoi sur le marché? Oui, en fait, modestement, il faut se rendre compte que si vous parcourez les bibliothèques et les librairies de notre pays, cet ouvrage est atypique. En fait, l'intitulé n'est pas... je suis le premier pionnier par rapport à cet intitulé, Droit congolais des télécommunications. Quand j'ai fait l'état des lieux, je me suis rendu compte qu'il faut quand même mettre à la disposition de la population les réflexions par rapport aux textes existants. C'est comme ça que je me suis dit, je mets droit congolais des télécommunications. Et vous voyez, j'ai fait l'état des lieux et l'aspect critique. Le chercheur, lui, son boulot, c'est critiquer les textes qui existent pour l'amélioration de ces textes et des règlements qui existent par rapport à un domaine déterminé dans la société. C'est une analyse comparative, vous dites? Oui, comparative parce que c'est ce qu'on appelle le droit comparé. Je suis également comparatiste. J'ai comparé le droit congolais et le droit français notamment parce que c'est un droit qui a déjà évolué sur la question par rapport à notre système juridique sur la question. Alors, au départ, vous avez relevé qu'il existe un arsenal juridique en matière de télécommunications chez nous. Oui, il a existé depuis 1940 un texte qui était obsolète. En 2002, on a dit améliorer et prendre un nouveau texte. En 2002, l'État congolais a pris 3 textes. Ouais. Il y a un texte sur la poste, un texte sur le cadre de télécommunications, parce que ces textes devaient s'adapter par rapport à l'évolution technologique. Et un texte qui crée la régulation des télécommunications pour la première fois. Donc il y a une évolution législative qui a fait que les textes des 40 étaient complètement dépassés. Il fallait que repenser les textes en adaptant la législation aux réalités technologiques qui existaient. Parce qu'à l'époque, il y avait tout simplement le réseau filaire, qu'on appelle le réseau coaxial. Après, il y a eu les GSM, qui est une nouvelle technologie. Il fallait s'adapter par rapport à la législation. Et il y a eu la libéralisation du secteur, la concurrence aidant. Et il y a également des instructions sur le plan international pour que le secteur soit libéralisé. Il fallait maintenant que les textes les suivent. Et on en est arrivé ici à la mise en place de ce qu'on appelle ARPTC. Oui, notamment, il y a eu la question de la licence qui a été également réglementée. C'est pour réguler les domaines. Oui, parce qu'en télécom, il y a trois grandes activités. Il y a l'exploitation pour les opérateurs de télécommunications. Il y a la réglementation qui est fixée par l'État en tant que ministère, gouvernement pour la politique publique. Et il y a aussi la régulation qui s'occupe de la concurrence, qui gère également les aspects techniques pour faire en sorte qu'il y ait la qualité de service, la couverture. Donc, le régulateur a beaucoup de missions. Et la mission essentielle, c'est réguler les secteurs dans l'ensemble. Alors, est-ce que vous êtes intéressé dans votre réflexion, est-ce que vous êtes intéressé à savoir le rôle qu'a joué ou que joue encore le Renatelsat? Oui, bon, le Renatelsat, c'était une structure qui s'occupait des réseaux satellitaires pour tout ce qui est télévision. Mais je ne pense pas que la Renatelsat soit aujourd'hui dépassée. Il est impliqué dans ce qu'on appelle la convergence des technologies. Aujourd'hui, il y a la télécommunication, il y a les visuels, tout se met ensemble. Je prends un exemple, quand vous avez un appareil mobile, vous pouvez suivre la télévision, une émission sur un téléphone. Donc, la Renatelsat a toujours sa place dans la structuration technologique de tout ce qui concerne aujourd'hui communication, télécommunication, médias, etc. Alors, Maître Albert, venons-en maintenant à l'essentiel de votre ouvrage. Vous avez mis des critiques sur la législation en vigueur dans notre pays. Alors, qu'est-ce que vous avez relevé essentiellement et au-delà, quelles sont les pistes de solutions que vous avez proposées? Ça devait être l'essentiel au fait de votre ouvrage. Oui, j'ai parlé, comme vous avez dit, c'est l'esprit critique. En fait, un doctrinaire, celui qui réfléchit sur la législation, doit d'abord faire une critique constructive. J'ai relevé un certain nombre d'incohérences dans les textes. Par exemple, la question de l'exploitant public, la question de l'interconnexion étoilée, qui est confondue avec l'interconnexion maillée offerte au niveau, qui est autorisée par le gouvernement, l'autorité, dans les licences des opérateurs. Je parlais également des questions liées à l'opérateur historique. J'ai critiqué également la question en rapport avec les secrets de correspondance qui doit absolument être revu, parce que dans le texte, on parle des secrets de correspondance qui est protégé, mais c'est très lourd comme procédure. Et j'ai proposé des pistes et solutions pour qu'on essaie un peu de voir comment harmoniser les rapports entre les ministères et l'ARPTC, comment essayer de mettre beaucoup plus de détails dans les licences des télécoms, comment essayer de légiférer de manière particulière pour les infrastructures. Voilà un peu globalement les différentes critiques qui ont été formulées dans l'analyse de ces textes
et avec les différentes pistes de pollution que j'ai proposées dans mes réflexions. Le numérique a apporté une certaine amélioration à la qualité des télécommunications chez nous. Oui, il faut dire d'abord que les numériques, sur le plan, les dernières statistiques indiquent que la télépénétration numérique, on est à 6%. Il y a un gros problème au niveau de la couverture. Mais la qualité, c'est relativement, parce qu'aujourd'hui, il ne faut pas accélérer, puisque la qualité de couverture de numérique et consorts, ce n'est pas tout à fait à la hauteur de ce à quoi on s'attend. C'est combien de pourcents à peu près? On est à 6% de la pénétration du numérique. 6%? 6,8, je crois, les dernières statistiques l'indiquent. C'est qui est très faible. Très faible. Donc il faut beaucoup d'efforts, une politique publique, de manière à ce que la numérisation se fasse de manière essentielle. Et là, c'est ici à ce niveau, je salue l'initiative prise par les chefs de l'État il y a quelques mois, qui a piloté l'organisation d'un forum pour la prospective, pour la numérisation en l'an 2030. Donc, voilà. Donc les politiques publiques doivent être menées de manière à ce que tout se fasse de manière globale pour qu'il y ait inclusion véritablement. Mais qu'est-ce qui fait que le taux de pénétration soit le plus faible de l'Afrique, par exemple, comme ça? Bon, 6% pour les grands pays comme les nôtres aujourd'hui. Oui, d'abord, il y a un problème d'infrastructure. Parce que tout ce qui est télécom, tout ce qui est numérique, ce qui est important d'abord, c'est qu'on puisse maîtriser les infrastructures. De deux, il faut encourager également les innovateurs. Quelles infrastructures vous voulez parler de les infrastructures de télécommunications. L'infrastructure, tout ce qui est, en fait, aujourd'hui, c'est l'analogique, le numérique, c'est la convertibilité. Donc, il faut faire en sorte qu'il y ait, au niveau du gouvernement, une politique essentielle en matière de numérisation, des filières du numérique. Par exemple, vous êtes à la RTNC, il faut d'abord commencer à savoir qui a accès au clavier. Est-ce que la RTNC telle qu'elle est là, elle est informatisée? Il faut essayer d'évaluer, de faire des statistiques dans toutes les branches sociales, notamment les filières des écoles. Il faut intégrer dans les écoles les programmes de la scolarité. Il faut encourager ceux qui font les innovations. Il faut encourager les jeunes entrepreneurs dans les start-up. Et il faut que l'État puisse également amplifier les systèmes de crédit pour que les gens qui pensent, parce qu'aujourd'hui, le numérique, c'est plus l'intelligence artificielle. Il faut les accompagner. Il faut alors une politique publique très essentielle, très efficace et courageuse pour que finalement qu'on puisse booster la couverture numérique dans l'ensemble du pays. Les entreprises privées qu'on a sur place, ce ne suffisent pas, ou elles sont portées en perte de vitesse. Je disais quelque part que vous avez évolué longtemps dans la société Vodacom, et en dehors de ça, on a RTL, on a et ainsi de suite. Est-ce que les entreprises privées de télécommunications installées chez nous ne font pas correctement leur travail pour essayer en fait de relever donc ce niveau qui est encore très bas aujourd'hui? Oui, quand j'ai dit on est à 48% pour la pénétration mobile, on est à 6% que le numérique, c'est un problème. Et il faut que les entreprises y aient une politique d'investissement, non seulement privé, mais aussi public. L'État peut également booster. Il faut encourager également les équipementiers, par exemple. Je donne un exemple. Nous avons les matières premières ici dans ce pays qui permettent, qui rentrent dans la fabrication des équipements, par exemple des télécommunications. Pourquoi ne pas négocier avec Samsung, ne pas négocier avec Microsoft pour les installer ici? Parce qu'on a des équipements, on a des coltans, on a des matières premières pour les faire. Ça pourrait faire en sorte qu'il y aura un coût moindre pour que les gens puissent avoir accès. Parce qu'il faut développer les licences rurales. Et 54% de la population vit dans le milieu rural. Il faut aller vers avoir les licences régionales pour permettre à ce qu'on puisse y avancer. Et je crois qu'il y a dans la loi adoptée actuellement qui doit modifier les textes en cours, on a créé les fonds des services universels. C'est déjà une très belle initiative. Il faut financer les fonds des services universels pour permettre à ce qu'on puisse avoir l'accessibilité la plus facile au numérique, même dans les milieux ruraux. Voilà un peu globalement ce que moi je peux penser sur le piste pour améliorer la pénétration du numérique dans notre pays. Et la formation en la matière? Oui, la formation également, comme je l'ai dit tout à l'heure ici, il faut intégrer les systèmes, les programmes informatiques dans les écoles. Parce que le numérique, c'est assez savant. Mais il faut commencer par les fondamentaux. Les fondamentaux, c'est qu'il faut qu'il y ait pénétration de l'informatisation d'abord du pays, au niveau des écoles, des ménages, des entreprises. Quel est le taux de pénétration au niveau de la RTNC, par exemple? Qu'est-ce qu'il faut faire? S'il y a un problème, quel est le plan de numérisation de la RTNC? Pour les autres entreprises publiques et les divers services publics, dématérialiser les choses et avoir accès à la dématérialisation des services de l'État. Donc tout ça, c'est dans une politique publique globale qui doit mener les gouvernements et tous les acteurs compris pour booster l'aspect numérique dans notre pays. Et dans un pays sans énergie électrique, est-ce que c'est faisable? Et là aussi, il y a un problème. Ça, j'ai oublié. Préalable? Ça aussi, il y a un problème parce qu'il y a un problème d'infrastructure et un problème d'énergie.
Et les opérateurs, il faut savoir que les opérateurs investissent beaucoup en termes d'énergie. Vous avez par exemple à développer la téléphonie, la couverture, très loin dans le pays, dans les Bandundu, à Isiro, il faut amener les services, il faut de l'énergie. Et quand il y a un déficit énergétique, il y a des conséquences sur le plan économique. Alors que la numérisation, c'est une véritable révolution de la transformation économico-sociale de tous les pays du monde. Et la téléphonie aujourd'hui participe au taux de croissance économique de beaucoup de pays du monde. Et il ne faut pas qu'on soit en reste, parce que c'est la compétition sur le plan international. Et de là, vous avez abordé la question de fracture numérique? Oui, la fracture numérique, justement, c'est ce dont on vient de parler. Oui. 6%, l'écart est trop grand. Comment faire pour réduire la fracture numérique? J'ai dit qu'il faut booster également la partie rurale. La partie rurale, c'est quelqu'un qui est dans le Bandundu, à Inongo, je ne sais pas plus loin dans les Bas-Congo. Comment avoir accès à l'Internet? Il faut l'énergie, il faut encourager également les compétitions locales, les concurrents locaux, pour que l'État puisse aider également à l'accessibilité du numérique. Et il n'y a que les villes qui sont plus ou moins servies. Oui, malheureusement. Oui, mais on est à, comme je dis, la population rurale, c'est plus de 50%. Donc il faut aller vers eux, parce qu'eux, ils travaillent également pour la production, sur le plan économique, pour fournir les grandes villes. Mais il faut aider ces gens-là à avoir accès, par exemple, aux indications économiques. Parce qu'il y a des fermes, il y a des gros élevages qui doivent produire pour exporter, pour amener vers la ville. Alors, revenons encore dans l'ouvrage. Mais en fait, quel contenu avez-vous donné au mot télécommunication? Oui, la télécommunication, ce n'est pas le contenu, c'est une définition qui est légale. Globalement, pour faire simple, la télécommunication, c'est la diffusion d'un signal à distance par un support de transmission. Bon, c'est un peu technique, mais les supports de transmission, c'est un peu comme les tuyaux. Moi, je considère les télécoms, les numériques comme le droit du contenant et du contenu. Les contenants, c'est les signaux. Non, les contenants, c'est le signal. Les contenus, c'est les contenus. Excusez-moi, je fais l'inverse. Les contenus, c'est qui passe dans les tuyaux. Les contenants, c'est les tuyaux. Ouais. Et les signaux, ça peut être la voix, ça peut être le service à valeur ajoutée, comme on le dit, donc les SMS, les fichiers, etc., les données également. Donc, c'est ça, globalement, la télécommunication sur les transports, la diffusion des signaux. Les signaux, c'est l'information, en fait, d'un point A à un point B. Oui, et il doit être sécurisé également. Oui, maître, on ne va pas se perdre dans les détails trop techniques qui sont destinés surtout aux spécialistes que vous êtes. Mais et alors, est-ce que vous avez également envisagé, puisque tout ce que nous visons, c'est le développement donc, de ce pays, est-ce que vous avez visé dans cet ouvrage très, très fourni, très riche d'ailleurs, la relation qui est entre télécommunication et développement? Bien sûr, je l'ai dit tout à l'heure, lorsque j'ai essayé de pingler l'impact économique. Aujourd'hui, les télécommunications numériques transforment la société. Il ne faut pas qu'on soit en reste. Et si vous voyez les statistiques de la Banque centrale, effectivement, depuis 10, 15, 20 ans, les télécommunications partent de manière essentielle et substantielle à la croissance économique de tous les pays du monde. Ce n'est pas pour rien qu'il y a la guerre économique aujourd'hui entre la Chine et les États-Unis, parce qu'il y a un impact sur le plan économique. D'abord, quand vous pénétrez davantage, vous créez des emplois directs et indirects. Quand j'installe, je suis par exemple dans les Bandundu, je ne sais pas, à Nyoki ou je ne sais pas dans le Kasaï, je développe également, j'ai réduit également les chômages, j'emploie des gens. Et ça permet des échanges. Vous échangez, je prends un exemple aujourd'hui, tout ce qui est paiement mobile. Est-ce qu'il faut-il se déplacer de Kinshasa à Mbujimaï pour avoir l'argent? Non. Par le paiement mobile, Airtel Money, MPC et consorts, ça facilite les échanges sur le plan commercial. Excusez-moi. Donc ça crée un développement. Le développement, c'est quoi là? L'économie numérique, qu'il faut également booster, l'économie numérique, en implantant, effectivement, d'abord à commencer par numériser les services pourvoyeurs des recettes de l'État et qui soient en interconnexion. Par exemple, Foner, DGA, DGRAD, soit en interconnexion. De manière à ce qu'on sait savoir quel est le montant qui est effectivement rentré pour éviter les tripotages, et ça permet également de maximiser les recettes, la numérisation. Et quand on maximise les recettes, ça permet à l'État d'avoir des recettes, de revenus qui puissent lui permettre d'amorcer des projets de développement pour le pays. Oui, là c'est sur le plan institutionnel et sur le plan individuel maintenant. Et sur le plan individuel, j'ai dit par exemple que sur le plan économique, c'est domestiquement parlant,
Je suis là, je suis à Matadi, ou même à Kinshasa ici, je donne l'argent pour que quelqu'un puisse monter une affaire. 100 dollars, 200 dollars, 300 dollars. Je suis à la Gombe, j'envoie quelqu'un à Kinshasa, il n'a pas à se déplacer. Ça fait un coût moins par rapport à son revenu. Quand il va développer une petite boutique, là, ça fait déjà un développement économique sur le plan domestique. Le problème de nos pays, c'est l'accessibilité à cette modernisation, appelez-moi, permettez-moi d'appeler ça comme ça, dans un pays où 80% de la population sont très pauvres aujourd'hui. Est-ce que c'est possible de pouvoir quand même faire en sorte que cette population à qui est destinée cette nouveauté puisse quand même accéder facilement à cette révolution numérique? Oui, bien sûr, parce que là, je me dis, comme j'ai dit tout à l'heure, vous avez cité les opérateurs privés. Malheureusement, l'histoire a fait que lorsqu'il y a eu libéralisation du secteur des télécommunications, les privés se sont rués sur le marché. Oui. Et l'OCPT est resté en reste. Jusqu'à aujourd'hui, ça pose problème. L'histoire est commencée par là. On peut faire un débat sur l'interconnexion pour que l'OCPT puisse avoir l'argent, mais historiquement parlant, ça pose un problème. Il faut que l'État s'implique en tant que tel. On peut créer une grande structure de télécommunications pour l'État. On pourra vendre moins cher. Et on peut encourager également le privé pour que là où ils vont aller, amener les services soient moins coûtés. L'État doit absolument s'impliquer. Je prends l'exemple de la France, où France Télécom a déployé les infrastructures. Les opérateurs privés mobiles se sont seulement alignés sur les infrastructures de télécom, de l'État. Et ça fait un coût moindre. Mais aujourd'hui, quand vous voyez tous les opérateurs, la plupart, ils ont leurs infrastructures, c'est un coût. C'est un coût. Il faut que l'État s'implique. C'est comme ça qu'on fait la fibre optique, qui est un support de transmission, pour que les gens s'impliquent et les bandes passantes qui sont vendues pour l'opérateur et peut développer également les services. Le fonds de service universel a été créé par le nouveau texte qui n'est pas encore promulgué. C'est une initiative intéressante. On va financer les fonds de service universel pour permettre à réduire cette pratique-là, avec une politique sérieuse sur le plan télécommunication pour les grandes villes et pour les milieux ruraux. Est-ce que c'est dans ce sens-là que vous avez abordé la notion d'interconnexion des réseaux? Oui, globalement, l'interconnexion des réseaux, il faut savoir que d'abord, c'est 30% des revenus des opérateurs proviennent de l'interconnexion des réseaux. Et l'interconnexion est presque obligatoire, disons c'est obligatoire de par la licence, pour permettre également à d'autres opérateurs, sur le plan concurrentiel, d'atteindre également certains abonnés qui sont très éloignés de certains milliers. Ça permet à ce qu'on oblige les autres opérateurs à s'interconnecter pour permettre à d'autres opérateurs de s'installer partout. L'interconnexion est obligatoire et essentielle pour faire réduire un peu certaines fractures sur le plan de la téléphonie mobile. Et c'est extrêmement important. J'ai été assez détaillé sur l'interconnexion et j'ai posé la problématique de l'interconnexion étoilée, qui est sur papier, qui n'est pas sur le plan opérationnel, comme je l'ai expliqué, parce que les opérateurs, on leur a conféré les droits également de s'interconnecter, de ce qu'on appelle des façons maillées, parce qu'il y a des types d'interconnexion. Étoilé et maillé. Étoilé, c'est passé par l'OCPT en principe, l'exploitant public, qui devait avoir un répartiteur. Malheureusement, il ne l'avait pas. Mais c'est comme ça que je dis qu'il y a une incohérence entre les licences et la loi. On autorise aux opérateurs de disposer des équipements autonomes pour sortir à l'international. Et la loi dit non, vous passez par un répartiteur qui n'existe pas. Donc il faut recadrer tout ça. C'est comme ça que j'ai essayé d'analyser la question et de proposer des pistes de solutions sur cet aspect-là. Ah oui. Et alors, à partir de là, vous avez approfondi votre réflexion sur le cadre institutionnel des télécoms et du numérique. Et qu'est-ce qu'on peut retenir essentiellement, puisque vous avez touché à ce point-là? Oui, bien sûr, monsieur le directeur. Là, j'ai dit, le cadre institutionnel, en fait, c'est quoi? Ce sont des institutions qui sont impliquées dans la réglementation du secteur. Vous allez sur le plan international, l'Union internationale des télécommunications, qui prend des résolutions, des recommandations et des règlements. Par exemple, c'est l'Union internationale des télécommunications qui alloue les fréquences. Parce que les fréquences sont des denrées rares. On ne les distribue pas comme des pains. Il y a des allocations de fréquences. Et c'est à ces niveaux-là que je suis en train de dire, de revendiquer, qu'on puisse vérifier les différents opérateurs qui détiennent des bandes de fréquences qui n'exploitent pas avec un manque à gagner criant pour l'État. Il faut faire ces boulots-là. Et il y a l'Organisation mondiale du commerce. Parce que les télécoms, c'est un petit commerce, des services, qui est également impliqué dans la gouvernance
du secteur des télécommunications et du numérique. Ça, c'est sur le plan international. Sur le plan interne, vous avez le ministère, le gouvernement, et vous avez la régulation des télécommunications. Ce sont des institutions qui sont publiques, qui sont impliquées dans la gouvernance de télécommunications. De manière assez brève, voilà ce que j'ai dit dans mon ouvrage sur cet aspect-là. Ah ben, alors, est-ce que les relations entre les privés aujourd'hui qui sont dans les télécommunications et les gouvernements, est-ce que vous avez évolué là, dans ces domaines depuis très longtemps au niveau de Vodacom? Est-ce que les relations du point de vue économique et même du point de vue de collaboration sont vraiment sincères? Oui, vous savez, une chose, c'est que l'État a l'obligation de veiller. Parce qu'à travers le monde, il faut savoir qu'à travers le monde, les hommes d'affaires, ce n'est pas de l'église. Hein. Ils font du profit, du business. Et il faut être très regardant pour savoir si effectivement on communique à l'État la réalité de ce business-là. Ce qui est important. Mais tous les acteurs sont obligés de collaborer. Hein. Les exploitants, qui sont les opérateurs, et l'État sont obligés de collaborer. Parce qu'ils mettent de l'argent, l'État met à la disposition des fréquences. Donc il y a une collaboration qui est essentielle à savoir. Mais il faut être très prudent pour savoir effectivement ce qu'ils gagnent, ce qu'ils communiquent à l'État pour que l'État se retrouve et prenne l'argent pour développer les politiques publiques sur la question. Mais bon, tant bien que mal, hein, ça existe comme ça partout au monde. Tantôt les licences propres problème, il faut sanctionner ou pas, mais voir un peu le juste milieu pour savoir comment faire avancer les choses dans l'ensemble pour que les secteurs soient toujours portés vers l'avant. Alors, Maître Albert Nkieri Mbaonewa, je crois qu'il nous reste encore quelques 5 minutes. Bon, c'est encore une très bonne chose. J'ai parlé tout à l'heure du secteur privé. Alors, un document comme celui-là, droit congolais de télécommunications, état des lieux, analyse critique et comparative. Alors, vous l'avez destiné à qui exactement? Oui, mais j'ai destiné, d'abord j'ai dit au public. Bon, évidemment, c'est assez technique comme on dit. Hein. C'est l'aspect technique qui est dedans, l'aspect juridique, comme je l'ai dit, dans toutes les législations du monde, la réglementation, il y a toujours en préambule la question fondamentale d'ingénierie. C'est comme ça que moi-même, je me suis efforcé pendant une année de travailler aux opérations pour comprendre les fondamentaux de l'ingénierie, sans lesquels le juriste ne peut rien comprendre dans le contenu des textes. Et je l'ai destiné au grand public, j'ai destiné également cet ouvrage aux penseurs du droit, aux praticiens du droit de télécommunication et surtout également aux décideurs. Parce que là, il y a des questions variées qui sont abordées. La question de licence, par exemple. Comment mettre en branle de très bonnes licences qui soient importantes pour l'État pour permettre à l'État d'avoir beaucoup plus d'argent. Donc, il y a plusieurs destinataires. Et pour moi, les destinataires les plus importants, c'est l'État congolais qui peut exploiter ça de manière à ce que le secteur soit toujours très boosté et très porteur de croissance. Parce que, comme je dis, il ne faut pas oublier qu'en 2030, l'Afrique aura les taux de croissance les plus élevés au monde. En termes de prospective, on peut commencer déjà à y penser. On est à 48%. D'après les projections, en 2022, on sera à 55% dans la pénétration mobile. Mais il faut maintenant aller avec le numérique. Parce que le numérique, aujourd'hui, est incontournable. L'intelligence artificielle, aujourd'hui, c'est un véritable poison. C'est la guerre entre les États-Unis et la Chine. C'est la guerre de l'intelligence artificielle, des algorithmes. Donc, il ne faut pas qu'on soit distrait. Il faut qu'il y ait des politiques publiques courageuses par les gouvernements pour qu'on puisse faire avancer davantage ce secteur de manière à ce que l'État gagne beaucoup plus d'argent. Et les chercheurs, les étudiants, ils trouvent également leur compte là-dedans? Bien sûr, parce que c'est assez profond. J'ai, de manière sémantique, critiqué les textes des lois. J'ai pris des dispositions légales, j'ai fait des projections et j'ai fait des réflexions sur mes analyses sur certaines dispositions légales. Et il ne faut pas oublier également, j'ai fait la comparaison entre la loi, l'ordonnance législative du 23 août 40, qui est le tout premier texte qui a réglementé les secteurs des télécoms dans notre pays, et j'ai comparé avec le texte qui est en vigueur aujourd'hui, les cadres juridiques de 2002. Et j'ai fait également des projections pour que, en tant que doctrinaire, les gens commencent également à creuser sur la question. C'est un ouvrage qui est mis à la disposition des chercheurs, de manière à ce qui subissent également des critiques à laquelle je peux me référer pour voir comment m'améliorer également. Oui, comme toute œuvre humaine, effectivement, il y a plein de fois. Alors, Maître Albert, je crois que nous allons nous arrêter par là. Alors, pour ceux qui voudront l'acquérir. Ouais, ils peuvent m'appeler au 081 77 47 273 ou contacter les cabinets du bâtonnier Mbaki sur 1060 bar B, Colonel Ebeya, à côté de l'Assemblée provinciale de la ville de Kinshasa. C'est là où on pourra trouver exemplaires.
Vous le voyez, il a été imprimé en Afrique d'ici. J'ai fait un effort pour que la qualité soit de mise, de manière à ce que cet ouvrage soit popularisé pour tout le monde. Voilà. Alors, un dernier appel en conclusion. Le domaine des télécommunications, il est porteur de développement, il est porteur de bonheur, il est porteur d'un plus dans ces pays. Oui, il est porteur de croissance, mais il faut que l'État prenne la mesure de cette croissance-là. Il faut que l'État prenne la mesure. Il faut qu'on se rende compte qu'effectivement, c'est très important. Parce que les ondes sont intarissables, mais les ressources minérales sont tarissables. Oui. Ça, ce sont les ondes électriques. Et l'intelligence artificielle, elle est une ressource, comme je l'ai dit, elle est intarissable. Les ondes, c'est nous qui allons les gérer, les fréquences, et ça vous fait des millions. Voilà un peu ce que je peux dire en substrat. Il faut que l'État prenne la mesure, la hauteur, que c'est un secteur qui est porteur de croissance économique pour le pays. Il faut prendre les dispositions qu'il faut pour qu'effectivement ça ne échappe pas à 2030, qui est l'année dont tout le monde parle. Tous les spécialistes disent que c'est l'année de croissance économique les plus élevées au monde qui sera en Afrique. Oui, surtout qu'on parle de plus en plus de l'économie numérique. Oui, l'économie numérique, il faut qu'on y aille. Il faut les fondamentaux, il ne faut pas se réveiller comme ça, on dit économie numérique. Il faut que les gens puissent avoir accès au clavier. Voilà. C'est ça l'économie numérique, ce sont les fondamentaux. Est-ce qu'on peut encourager les gens qui viennent dans le secteur de l'informatique? Est-ce qu'on peut faire une évaluation à la RTNC pour savoir qui a accès au clavier, qui sait manipuler les claviers? C'est ça les fondamentaux. Avant de penser au numérique, c'est trop savant. Et il faut le faire étendre maintenant l'évaluation dans tous les secteurs de la vie. Les filières ménage, filières universitaires, aller à l'université, demander quel est le nombre d'étudiants qui savent manipuler l'ordinateur. C'est ça. Il faut commencer par là. Avant de commencer à tout ce qui est savant, numérique, économie numérique, les sites marchands et consorts, il faut que les gens puissent avoir accès d'abord à l'ordinateur, au mobile, à la téléphonie mobile, etc., qui sont les terminaux en matière du numérique. Voilà, merci beaucoup, Maître Albert Mbaonewa-Kiri. Merci d'avoir répondu à notre invitation, mesdames et messieurs. C'est moi qui vous remercie. C'est donc terminé. Merci de nous avoir suivis.